Et donc, on va commencer par le tout début, tout simplement, de l'histoire. Et il me semble que c'est le producteur, un producteur un peu fou qui est venu vers vous, pour amorcer cette belle aventure. Belle aventure, en effet, Marc. Oui, alors, ouais, je crois me rappeler que c'était à Japan Expo 2012. Une Japan Expo, la toute première et seule unique qu'on a faite, qu'il y a Didier Crest qui est venu pour nous dire qui faisait Paulina de Bastien Vives, qui est un des auteurs de la bande dessinée Last Man, qui a adapté sa bande dessinée en film, live, et qu'il a lu les premiers tomes de Last Man, il trouvait ça rigolo, et il s'est dit, oh bah, on va faire un dessin animé en série. Facile. Normal. Et on a dit, bah ouais, pourquoi pas, tu sais, mais un petit peu comme quand t'as un fan qui t'envoie un truc sur Internet en disant, j'ai écrit un scénario, est-ce que tu peux le dessiner, s'il te plaît? Normalement, tu réponds pas. Bah, c'était un peu le même état d'esprit, tu fais oui, bah, c'est bien. Bah, et puis ça a marché. En fait, voilà. Mais surtout que vous travaillez tous les deux dans l'animation à la base, donc vous saviez que c'est impossible. Que ce genre de projet était totalement atypique et Moi, je le savais pas encore à ce moment-là, vu que j'étais pas encore dans la boucle, mais je l'ai su pas longtemps après. Et donc justement, la rencontre avec Jérémy. Bah, il était là, il était blond, il était dans des habits moulants. J'avais le soleil dans mon dos. T'avais l'air d'un être humain encore à cette époque-là, parce que t'avais pas été éreinté par toute cette production. Non, c'est très simplement, comme c'était un petit peu open bar, dans notre tête on se disait ça se fera pas, donc autant y aller à fond. On nous a demandé qui est-ce que vous voudriez avoir comme réal, un cadeau, la liste du Père Noël. Et en France, clairement, il y avait que cette personne, voilà. Tous les autres sont mauvais. C'est pas vrai, il y en a plein d'autres. Non. Tous les autres sont des gros mauvais. Non, parce qu'on avait vu surtout ces clips, et puis notamment, bien sûr, Die Fantasy, qui correspondaient, nous semblait-il, complètement à ce qu'on voudrait faire. Je parle plus du tout français. Donc vous avez choisi le réal de votre série sur un ou deux clips, quoi. Bravo, quand même. Et du coup, l'incursion de France Télé, vous avez commencé à travailler un petit peu sur la série avant de rencontrer Jérémy, ou comment ça s'est passé au niveau de la timeline? Alors, si je me souviens bien ce que m'a dit Didier, je sais plus si on a prononcé son nom, Didier Crest. Didier Crest. Très bien. C'est que... donc oui, il avait cette envie de faire une adaptation de Last Man en dessin animé. Il en a parlé à Pierre Siracusa de France Télévisions en se demandant si ça pouvait l'intéresser. En y croyant moyennement, parce qu'il savait quand même que c'était, après discussion avec vous, je crois surtout, qu'il y avait ce risque de potentiellement devoir alléger le contenu pour le rendre plus regardable par des enfants. Mais dans ces cas-là, forcément, c'était plus du tout la même personnalité qu'aurait eu la série par rapport à la bande dessinée. Et donc, quel est l'intérêt d'adapter ça si c'est pour en faire un truc qui est complètement... Édulcoré, exactement, merci. Et bref, il en parle malgré tout à Pierre Siracusa, qui lui dit « Écoute, tu sais quoi, ça tombe bien, parce qu'en fait, en ce moment même, je travaille au corps pour créer une case dédiée à l'animation adulte et adolescente sur France 4. Donc ça a l'air super. Trouve-moi un réalisateur et un studio d'animation. On en reparle et... voilà, et donc du coup, on en revient là-dessus, ils m'ont contacté, on s'est rencontrés. On sait plus, tout à fait. Sachant qu'on peut le dire que Pierre Siracusa, qui était donc directeur des programmes à l'époque de France 4, depuis il est passé directeur des programmes jeunesse France Télé, est un amateur d'animation. Oui. C'est lui notamment qui avait beaucoup aidé à la production d'Oban Star Racers déjà à l'époque, qui était une des premières séries feuilletonnantes, métissées, influencées par plein de choses, dont l'influence nippone. Et donc c'était une bonne chance d'avoir quand même lui et l'appel à projet France 4. C'était un peu genre
toutes les planètes étaient alignées. Sur le papier, c'était... La petite fenêtre tout à Voilà. coup qu'on attendait, qui était vraiment l'Arlésienne quand on est en école d'animation, où on est en train de se dire on aimerait travailler. Enfin, je pense que c'était pareil pour toi. Tu aurais bien aimé travailler non pas sur des Disney, non pas sur des longs métrages DreamWorks, mais plutôt de faire une série à la japonaise comme on a grandi avec. Et on a tous fantasmé ce truc de dire on va faire une série ado-adulte comme on la regardait. Et pas pour les enfants en fait, voilà. Ouais, enfin c'est pas forcément que japonais parce que moi mais je te rejoins, hein, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est de faire des dessins animés qu'on aurait envie de regarder nous-mêmes. On aurait faire ce qu'on aime regarder, ouais, tout simplement. Moi j'avais eu, c'est vrai, des projets aussi plutôt de comédie adulte. On en avait parlé. Ici, sur de Sox, etc., des trucs plus South Parkiens, enfin voilà, des choses un peu plus à l'américaine pour le coup, mais bref, de toute façon, même ça, c'était pas possible, donc jusqu'à présent, donc voilà. Oui, de toute façon, tant que tu fais pas du jeune adulte en animation en France, tu peux pas aller piocher dans tout ce qu'on aime, c'est-à-dire les comédies à l'américaine plutôt jeune adulte, les films d'action, l'animation japonaise qui se permet tout, donc c'est sûr que c'est... Tu peux piocher dans Mimi Cracra, et puis c'est tout. Et justement, en parlant de piocher dans des choses que vous vouliez ou pas. C'était quoi, entre les auteurs de la BD et l'équipe qui était en train de se constituer pour la série d'animation, qu'est-ce que vous vouliez faire et ne pas faire, justement vous êtes mis assez vite d'accord sur ce que la semaine allait être ? En fait, oui, et c'est ça qui a fait que, du coup, ça a plutôt bien collé. C'est que nous, Jérémy, de son côté, et on ne le savait pas forcément, enfin, on ne le savait pas d'ailleurs du tout, c'est que ne voulait pas faire une adaptation bête et méchante, tome 1, tome 2, tome 3, à la japonaise, classique. Et nous, on ne voulait pas faire ça non plus. C'est-à-dire qu'on voulait profiter d'un médium différent pour élargir l'univers et raconter des choses qu'on ne peut pas raconter dans la BD. Et je me rappelle, c'était un petit peu... je me rappelle plus comment ça s'est fait, mais c'était un peu du genre... en tout cas, moi, si c'est pour adapter la BD, c'est non. Et du coup, on me fait juste puisque, voilà, c'est justement ce qu'on ne veut pas que tu fasses. C'est ça. Et voilà, donc ça partait plutôt d'un bon pied, quoi. Oui, complètement. J'avais préparé tout un discours compliqué pour dire genre, alors les gars, c'est sympa votre truc. on va faire autre chose. D'accord, ok. Bon. Adapter, c'est trahir, etc. Voilà, les trucs, l'autoroute des clichés, mais qui sont vrais, quand même. Tu as travaillé sur ça longtemps et tu as tout foutu à la poubelle, genre j'ai pas eu besoin. Voilà, exactement. Ça s'est tout de suite interrompu parce que est arrivée l'idée de faire une autre histoire et je fais ok. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être bien de faire autre chose. Et donc, on parlait de scénario, un petit peu de développement, de qu'est-ce que va être la série par rapport à la semaine, la BD. Et là arrive Laurent Sarfati, qui n'est pas là ce soir malheureusement, qui a proposé d'être là par webcam, mais c'était pas trop HD. Ouais, on a préféré mettre des épisodes de la semaine à la place. Voilà, Laurent était quand même là. Voilà, on aurait pu faire une découpe et tout, mais voilà. Donc Laurent arrive. Pouvez-vous nous expliquer qui est Laurent Sarfati ? Est-ce qu'il a fait des choses sur la série ? Est-ce qu'il a apporté des idées ? Est-ce qu'il y a assez de mots dans le dictionnaire pour pouvoir arriver au bout de la description de Laurent Sarfati ? Je ne pense pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. Laurent Sarfati, c'est avant tout ton camarade de ouais, toujours. C'est ça, mais c'est parce que en fait, moi j'ai beaucoup écrit avec lui. On est un duo de scénaristes. On a écrit pour de la série classique d'animation enfant ensemble, mais aussi, effectivement, tous les clips que j'ai réalisés, on avait pendu le principe ensemble d'abord. On a eu plein de projets de séries ensemble qui n'ont pas vu le jour nécessairement, mais bref, on a beaucoup bossé ensemble et j'aime travailler avec lui. Et du coup, voilà, je l'ai amené simplement en tant que directeur d'écriture sur le projet. T'as exigé qu'il vienne quand même, non ? Oh, c'était pas très difficile. Enfin, de son côté de le convaincre, c'était pas dur du tout. Ouais. Je lui ai dit ouais, c'est de la grosse bagarre, d'accord. Du côté Everybody on Deck et du côté de vous, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Enfin, je veux dire, à part qu'il a été insultant directement, je crois. Ouais, en fait, pour anecdote véritable. Ouais. Le premier repas bière qu'on a fait ensemble pour se présenter avec Laurent, voilà. Je crois qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il y avait Bastien à côté de moi. Je me suis penché vers Bastien et à l'oreille, je me rappelle très clairement lui avoir dit
s'il continue à parler comme ça, je vais lui mettre mon poing dans la gueule. Ah, au début de relation. Et voilà. Mais j'ai eu le même. Enfin, on va pas faire toutes les missions sur qui est Laurent Sarfati, mais on pourrait remplir. Donc voilà, en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est tous rencontrés et se sont un petit peu échangés des idées de pistes sur qu'est-ce qu'on va raconter, quoi, dans vraiment les grandes lignes, l'arche dramatique de cette saison. Qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, c'est quoi effectivement l'élan, l'action générale? Et voilà, donc il y a eu plusieurs pistes qui avaient été proposées. De Bastien, je me souviens, une idée de Richard qui voyage d'île en île, de dimension en dimension. Comme dans Dragon Ball GT. Ah non, c'est pas ça. Ouais, ou en fait c'était c'est un truc un petit peu initiatique, Oui, voilà, un peu gullivérien, on va dire. Mais le problème, c'est que l'idée, c'était genre un monde par épisode. Donc ça veut dire créer un monde pour chaque épisode. C'est cher. Or, on n'avait pas encore le budget de la série, mais on s'imaginait qu'on n'aurait pas un budget pharaonique. Et il valait mieux partir sur quelque chose avec une unité de lieu et que, disons, une forme de renouveau par épisode soit amené par des personnages plutôt que par des personnages et des décors. Voilà, changer l'environnement, les décors, les couleurs aussi, la direction artistique, trouver des nouvelles ambiances. Comme on savait qu'on faisait une préquelle, qu'on allait avoir Richard comme personnage principal, on s'est dit, bon, bah, il vient d'où Richard? Paxtown, tout va se passer à Paxtown, hein, c'est ça. Donc vous aviez quand même de toute façon l'idée de faire un préquel dans tous les cas. Ouais, c'est arrivé très vite, ouais. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Et Je crois que c'est la première idée qui est venue, en fait. Oui, et puis après, on s'est dit, bon, ok, on fait ça, et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on raconte dans cette C'était la plus évidente, ouais. Et pour revenir sur Laurent Sarfati, après, ça s'est bien passé, effectivement. ça, tu lui as pas mis ton point sur la guerre? Non, en fait, il est très bien. C'est vrai qu'on n'a pas conclu là-dessus. Oui, c'est on vrai, est, c'est on est pour resté dire, sur. parce que- oui, parce que bon, C'est possible que, parce que bagarre, vu qu'il a un ego absolument surdimensionné, il va regarder les bonus. Oui, mais il aurait ri, et puis c'est tout. C'est vrai. Ouais, enfin bref. Parce que le rire de Laurent Sarfati, c'est un truc, voilà. c'est particulier, singulier, ouais. Ouais, et c'est un personnage, enfin une personne, je veux dire, qui a aussi un background assez atypique, parce il était chroniqueur jeux vidéo, je crois, dans Il était Joystick. testeur, journaliste. Testeur journaliste dans Joystick, Ouais, c'est ça. dans les années 70-80. Ouais, avant l'existence des jeux vidéo. Avant Internet. Enfin, bon, tout Oui, ça. un petit détail pour les jeunes qui nous regardent, hein, sans doute. Avant, on n'allait pas sur des sites internet ou sur Twitter pour savoir comment étaient les jeux vidéo. On achetait ce qu'on appelait un magazine. C'est comme un iPad, mais en papier. Et tu tournes les pages et dedans, il y avait des mecs qui étaient payés pour dire... C'est comme une BD. C'est comme une BD, un peu, ouais. D'accord. Et ça existe toujours, d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à aller en kiosque et autres magasins de C'est journaux. une belle digression. Ouais. La presse spécialisée a besoin de vous. C'était quoi le pseudo de Laurent? Juste pour les Monsieur gens qui Pomme de disaient... Monsieur Pomme de Terre. Monsieur Pomme de Terre. Ouais. Et c'est là qu'il a rencontré d'ailleurs Monsieur Poulpe, Ouais. parce qu'il était lecteur de Joystick, Oui. et il lui envoyait des lettres de fans. D'accord. C'est ce qu'il m'a raconté. Ça se trouve, c'est complètement faux. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et donc maintenant, je vais vous demander de nous expliquer un petit peu comment vous avez développé les grands axes et les grands enjeux du scénario de la série et quels ont été les apports des auteurs de la BD donc sur ce développement. Pour être tout à fait honnête, j'étais sous tout le temps à l'époque, donc je me rappelle pas. Donc c'est Jérémy qui s'en rappelle. Ouais. Ok. Moi, je m'en souviens. C'est vrai. Je me souviens que, donc, après avoir décidé de ce contexte général de Paxtown comme lieu récurrent, j'entends, on s'est réunis. Enfin, dans mon souvenir, il y avait surtout Laurent, toi, Yves, je ne sais pas si je dois t'appeler Yves ou Balak, peu importe. On continue. Et Laurent, donc, et moi. Alors qu'on cherchait donc, dans plein de directions, il me semble que c'est Laurent qui s'est tourné vers toi et qui t'a demandé qu'est-ce que tu penses de Supernatural. Et tu lui as répondu ah ouais, je trouve ça c'est une super série, ça me fait bien marrer. Je me rappelle, ça y est, un petit peu. Effectivement, je pense que c'est moi qui était à fond Supernatural à l'époque. Ouais. Et effectivement, qui ai mis ça sur le tapis Supernatural. En fait, je crois que j'ai dit, grosso modo, pour l'esprit, de ce que j'aimais au niveau de l'écriture, c'était Supernatural, Buffy, et c'est tout.
Et un peu de The Wire pour faire. Ouais, bien sûr, mais en fait, exactement, mais c'est ce qu'il y a, du coup, ce déclic-là, parce que moi, je connaissais pas cette série à ce moment-là, mais bon, d'ailleurs, ni Buffy, en fait, je les ai regardés en cours d'écriture. C'est en parlant de ces séries-là qu'on s'est trouvé une sorte de structure, parce que c'est vraiment ce que Laurent cherchait. C'était une sorte de répétition... Un rythme, exactement, une dynamique dans la série, un leitmotiv. Exactement. Attractif. Et le principe du monstre par épisode, en quelque sorte, du combat, ça pouvait être un premier dynamisme pour écrire. Et du coup, on s'est dit, ouais, très bien. Est-ce qu'on fait un monstre à chaque épisode? Est-ce qu'on y arrive? On a quand même un genre on a un personnage qui est boxeur ou qui peut le devenir, parce qu'on s'est aussi dit, voilà, on peut raconter l'ascension de Richard comme boxeur à travers toute la saison, parce que nous aussi, on était aussi comme vous, amateurs d'anti-héros, de personnages qui n'ont pas hyper envie d'être sur le premier plan, mais les événements font qu'ils y sont un peu forcés. Hein? Personne n'a parlé de forfait, tête de gland. Bon les chéris, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ce match? Il est où votre champion de mes deux? Comment on force Richard à devenir champion de FFFC et en même temps de combattre les démons, sachant qu'en fait on profitait d'une petite case dans la bande dessinée. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup plus d'indices là-dessus qui parlaient de Roitelet dans un grimoire de la Vallée des Rois. Je ne sais pas si vous aviez ça en tête à ce moment-là, mais dans mon souvenir, pas vraiment. Et en fait, on a pris juste ce détail et on l'a étiré pour en faire presque une saison complète, quoi. Voilà. Donc un bel élargissement de l'univers, comme tu disais tout à l'heure, de la semaine. Donc c'était... L'écriture d'une bande dessinée et l'écriture d'une série est très différente. Ce que n'a pas manqué de nous faire remarquer Laurent Sarfati en nous traitant de gros branleurs. C'est sympa votre truc, la BD, mais maintenant on va écrire un vrai scénario. Je crois que c'est à peu près le moment là où j'ai eu envie de lui péter la gueule. Mais en même temps, c'est vrai que pour que ça fonctionne, une série, il y a une mécanique, il y a quelque chose qui marche, qui a été éprouvé, et ça a été assez difficile de la trouver. Ça a été vraiment le gros travail de Laurent, enfin, le truc de Laurent de mettre l'accent là-dessus. Si la semaine est aussi à cette efficacité, c'est vraiment dû à cette exigence de Sarfatouille. Oui, le rythme d'écriture, la structure en 3 actes, les pivots, enfin tout le truc très classique, mais je crois que pour de l'audiovisuel, c'est quand même un peu mieux de suivre ce genre de choses parce que le temps est absolu. Enfin, bon, on peut... Einstein ne serait pas d'accord. Mais en tout cas, plus qu'une bande dessinée où le lecteur est un petit peu, un peu plus. Ouais. Donc la base du scénario doit être quand même plus verrouillée, mieux cadrée, le rythme doit être quand même plus blindé en gros pour un projet audiovisuel qu'une BD, effectivement, où tu peux faire plus d'ellipses, j'imagine, puis tu as le côté graphique peut-être qui... Ce qui n'empêche pas que la bande dessinée Last Man est redoutable d'efficacité. Tout à fait, tout à fait. Oui, enfin ça se travaille pas de la même manière, finalement, c'est ça. Je me fatigue plus vite que lui. Je vais tomber KO rien qu'en essayant de l'esquiver. Il me faut une ouverture, un angle. Juste un coup au bon endroit. Et donc la série et la BD sont auto-nourries, donc ça a amplifié l'univers. C'est bien que ça soit arrivé très tôt. La série, quand même, où on était au 3e tome. Et comme ça, on a pu vraiment développer plus en profondeur la mythologie. Là où on laissait quelques portes ouvertes au début, où on se disait, on verra. À la Lost, tu sais, un truc qu'il ne faut pas faire, jamais. Enfin, il faut trouver le bon équilibre entre les clés de mystère qu'on a et savoir les résoudre comme il faut. Et au bout d'un moment, serrer le canevas et dire, c'est ça. On va par là. Et la série télé a permis de faire ça. Voilà. Et donc, on peut dire que vos premières... donc, tu parlais de Supernatural, Buffy au début, c'était plus des références de scénario, de rythme. Et après, vous avez
fait venir les monstres et c'est là où le genre peut-être a commencé à apparaître. Enfin, Oui, parce les qu'en influences fait, plus. l'autre référence de Laurent, mais qui avait aucun sens, disons, au niveau du ton, c'était Dr House. C'est le côté, Oui. justement, toujours pareil. Lui, il adore quand c'est tout le temps la même chose. Donc, c'est bien rodé, c'est bien une huilé. espèce de rythmique, quoi. Ça Donc peut voilà. marcher 1000 fois. Maintenant, après, effectivement, Buffy et Supernatural, il y a cet aspect fantastique. Oui, qui s'intéressait quand même voilà, qui déjà, était ouais. plus proche de ce qu'on pouvait faire. Parce qu'en fait, on cherchait à retrouver l'esprit de la bande dessinée, mais et en même temps quelque chose d'un peu nouveau. Et comme on n'avait pas les décors, disons que l'aspect fantastique de la bande dessinée, dans les volumes qu'on avait à l'époque où on écrivait, c'était un mélange d'heroic fantasy et de monde contemporain. C'est ce mélange-là qui crée cet univers, enfin, ce genre fantastique. Nous, on n'avait pas deux mondes, on n'en avait qu'un. Et un monde qui est proche du nôtre, qui est contemporain, une sorte de métropolis, puisque c'est une ville occidentale imaginaire. Et donc, il fallait faire venir du fantastique pour retrouver un petit peu de cet équilibre et de ce souffle qu'il y avait déjà dans la bande dessinée. Et donc c'était forcément par personnage. Et donc qu'est-ce que c'est que des personnages fantastiques? Ça va être des trucs un peu effectivement de monstres, de surnaturels, des choses comme ça. D'où est arrivée l'idée, finalement assez logiquement, de monstres. Et puis finalement aussi l'arrivée de Siri, c'est-à-dire que dans l'équilibre de la bande dessinée, Laurent identifiait le duo Richard-Adriane. Et donc on voulait retrouver un petit peu ce genre de duo, mais voilà, alors avec un autre personnage que Adriane, puisqu'il n'était pas né à cette époque, dans la série il n'est pas né. Voilà. Donc là, vous aviez donc mis en place un petit peu la structure, les enjeux de la série. Et une des premières grosses réalisations, entre guillemets, donc sur ce projet Last Man, a été de faire l'animatique de l'épisode 1. De faire le pilote. Le pilote. Qui, donc c'est un épisode 1 en version storyboard animé qui sert à la fois de pilote. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu donc, de ce pilote? Comment s'est passée la production? Là, ça a été écrit on l'a écrit à 3, hein, ce premier épisode, avec Yves, Laurent et moi. Donc ouais, c'est vrai qu'on avait une idée très générale de l'histoire, mais bon, on savait pas encore quel personnage ça allait inclure précisément, quelles actions, etc. Et on était vraiment au tout début du chemin. Donc on a laissé beaucoup de portes ouvertes, on a fait exprès de faire quelque chose qui pouvait mener à presque n'importe quoi derrière. Bien que pendant la production, plus tard, on aura retouché un petit peu ce premier épisode pour des raisons de... finalement, cette piste, elle sert à rien, on la vire, et puis ça, on va changer tel détail dans le décor. Ça coûte trop cher. Voilà. Non, pas tellement. On avait déjà pris ça en compte dès le départ. Non, mais en fait, tout ça, ce pilote, tout ça, c'était parce qu'en plus, on faisait partie d'une compétition chez France Télévisions, parce qu'ils aimaient le projet, mais ils voulaient en voir un peu plus. Est-ce qu'on était capable d'aller au bout de nos ambitions, etc. Parce qu'ils savaient que c'était un petit budget, ils voyaient le niveau d'exigence de dessin. De toute façon, dès qu'on passe en réaliste, très vite on se rend compte si le dessin il tient à la route ou s'il se casse la gueule, parce qu'on a plus de référents dans la réalité pour voir si... Voilà, même quelqu'un qui dessine pas voit un dessin réaliste raté. Des repères inconscients qui font que tu vois si c'est exactement. beau ou pas. Au-delà règne la froide nuit. Gare à celui qui trop loin flâne du souffle chaud de Ren-Gon. Voilà, donc on s'est lancé là-dedans complètement et sans... Avec encore l'idée d'ailleurs que ça se ferait pas. Ah oui, il y avait une chance, mais en même temps aussi une malchance pour que ça se fasse pas. C'était 50-50. En plus, tout était basé sur cet appel à projet. Il n'y avait pas d'autres partenaires, d'autres chaînes. Tout s'est fait via cette fenêtre et qui était un concours du coup. Non, on s'est dit que si on gagnait cet appel à projet, potentiellement, ça pouvait faire venir d'autres investisseurs. Enfin voilà, qu'après c'est la première pièce Et du coup, ça a influencé l'écriture du pilote dans le sens où il y avait encore cet esprit. Ça marche, on sera pas pris. Donc être réaliste et en même temps. Ouais, sur le pilote, non, je pense qu'on y a été à 100%. C'est-à-dire qu'on s'est dit on met tout. Tu manques pas d'air, toi!
Ben ouais, on sait jamais. D'ailleurs, je veux dire, sur le pilote, il n'y a même pas besoin de le préciser. Je crois que tous les épisodes, ça a été on y va et puis c'est tout, quoi. Ouais, mais sur le pilote particulièrement, parce qu'après, donc ça nous a, enfin, en se disant avec l'énergie je me rappelle du côté intransigeant, c'est-à-dire qu'on met ça, on met ça, on met ça. Il y a des gros mots, ça tape, machin. Cahier des charges, tous les ingrédients, quoi. Il y a des pouvoirs magiques, il y a des trucs, il y a de la mort, il y a du drama et tout ça. Et si jamais ils nous disent ah ben non on peut pas, ou alors il faut changer ça, c'est bah écoutez tant pis, et puis au revoir quoi. Au moins on aura mis tout ce qu'on voulait mettre et sans vraiment compromis, tu sais, un peu à la punk. Ouais. Après on va laisser. Ouais. Et en fait, bah, encore une fois, on a été surpris à chaque fois de dire les mecs ils font bah ok cool, c'est bien, c'est super. Prochain niveau, prochain level. Même quand tu dis enculé de fils de pute. Oui. D'accord. Bon. Ça va biper, ça. Mais t'es con, c'est ça? Je te trouve un job pépère et le premier soir, tu te fais virer en défonçant la gueule du patron en prime! Et donc, vous avez remporté l'appel à projet. Ouais. Et ce qui a donc... là, on va parler d'écriture maintenant. Ça a donc déclenché un petit peu la machine et écriture des autres épisodes. Ça a déclenché la machine à écrire. À écrire. Parce que c'est quand même le scénario le plus important. Et donc là, au stade de l'animatique, on disait que vous étiez juste tous les trois. Et donc, vous avez commencé à recruter une équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette période? D'ailleurs, je crois que c'était en deux périodes. C'est juste après effectivement, juste après le feu vert de ce lancement de production. Oui, là, on cherchait d'autres scénaristes, parce qu'il y avait 26 épisodes à écrire en un temps un peu limité, malgré tout. On a eu quoi, 6-8 mois, un truc comme ça. On a constitué... Laurent a constitué plutôt, puisque c'était le chef d'écriture, une équipe de 6-7, ça dépend des périodes. Oui, il y a une deuxième période où on était 7, la première on était 6, pour faire des duos de scénaristes par épisode. En tout, finalement, on a eu toi, Laurie Rovelli, Léonie de Ruder, Guillaume Motalan, Mathieu Choquet et moi, et c'est... J'ai dit tout le monde, je crois. Et Laurent, évidemment. Et Laurent, bien sûr, oui. Et dans un premier temps, l'idée, c'était on se réunissait tous et on a un peu expliqué quel était le principe général. Et on balançait des milliers d'idées et en essayant de cadrer un peu les épisodes, de structurer, de rassembler des idées fortes par épisode, thématiques, vraiment sous forme hyper concentrée à base de post-it collés sur un mur. Comme dans les making-of. Enfin, on est dans un making-of, mais avec des tableaux et des post-it et des grosses réunions à l'américaine aussi, je crois. C'est ça. Ouais. Et on avait l'avantage qu'on a retrouvé à chaque poste d'ailleurs de la série. C'était que les personnes qui ont travaillé sur le scénario, comme toutes celles qui ont suivi, connaissaient très bien la BD et l'univers aussi. C'était des lecteurs et qui appréciaient le matériau de base. Donc ça, c'était cool. Ils avaient déjà leur propre vision de Richard. C'était imprégné. C'était, voilà. Je vais pas expliquer non plus énormément de choses. Oui, mais l'avantage justement de t'avoir, en dehors de ton talent, c'est que tu pouvais justement nous aiguiller sur les erreurs d'intention qu'on pouvait mettre dans Richard ou dans les quelques personnages en commun entre la série et le... Oui, t'étais forcément un garde-fou. Oui, c'est ça. Mais je me souviens très bien de l'épisode 2 qu'on a peut-être en fait écrit avant qu'on soit tous réunis, tous les scénaristes. Ça faisait partie, le scénario de l'épisode 2 faisait partie du dossier pour France Télé. Bon, bref. Mais je me souviens qu'on faisait que Richard tuait un personnage, il tuait Bernard avec sa grenade. Et ça posait un problème à Yves parce que pour lui, la psychologie de Richard fait qu'il ne va pas tuer volontairement quelqu'un. Et ça, on ne l'avait pas encore bien compris. On s'était un peu marré à faire ça comme ça. Enfin bref. Et voilà, du coup, ça s'est transformé en un accident dans l'épisode. Un peu involontaire. Voilà, pauvre con toi-même. Hein, si tu me lâches maintenant, on saute tous les deux. Hein, c'est qui, pauvre con? Attendez. Non, Et voilà, donc Yves était là aussi pour justement garantir une cohérence psychologique des personnages. Et puis en même temps, c'est Richard jeune, donc c'est vrai qu'on c'est pas forcément évident de savoir comment il était un peu plus jeune. Les gens ne changent pas tellement, je crois. Oui, c'est surtout Richard. Surtout Richard, il est assez... Ouais.
Mais c'était... et du coup, on était à quelle période là? On était mi-2014 l'animatique, c'était début 2014? Je sais plus. Moi, à chaque fois, je compte, ouais, c'était il y a 3 ans. Mais je crois que je vais dire ça pendant longtemps. Et du coup, au bout d'un moment, ça sera plus vrai du tout. Vous avez fini la série 3 ans après l'avoir entamée, c'est ça? Ouais, je crois. Moi, Donc, vous avez dû commencer- entre la première rencontre, OK, on y va, et décembre dernier. D'accord, donc vous vous êtes rencontrés, vous avez dit OK fin 2013, donc si mes calculs sont bons. Ouais. Voilà, Dire donc ça. là, j'imagine que l'écriture, c'était en 2014, donc pour l'écriture des 26 épisodes. Ça doit être un truc dans le genre. Ouais. C'est important, c'est pour que les gens après ils fassent des fiches Wikipédia. Non, mais c'est vrai, finalement, c'est important que les gens se rendent compte un petit peu du temps qu'on met pour faire de l'animation. Hein. C'est toujours un coup. Beaucoup. Souvent plus qu'en live, en prise de vue réelle, comme on dit. Il y a une règle d'or, c'est que c'est toujours beaucoup plus compliqué, quoi qu'il arrive, que ce que tu penses. Même quand tu te dis, putain, ça va être compliqué, c'est toujours plus compliqué. Ouais, Toujours. Et au niveau du budget, à ce moment-là, vous aviez remporté l'appel à projet avec France 4, mais que France 4 restait le seul financeur. Donc vous saviez que vous étiez toujours en budget très limité. Ouais, à ce moment, on y était toujours. Et de toute manière, en fait, je me disais, autant limiter l'animation autant qu'on peut dans le scénario, parce que de toute manière, le nombre de personnages, d'éléments par épisode, parce que de toute façon, au pire, si on a plus, juste on rajoutera des dessins, ça sera un peu plus animé, et puis c'est tout, ça aura l'air riche. Et moi, j'aime bien aussi qu'un univers soit un peu contenu quand même. Quand c'est complètement... Money shot tout le temps, c'est fatigant. Ça part, Ouais. Puis c'est une bonne contrainte, j'imagine, de se mettre des contraintes pour limiter, pour aller à l'essentiel, etc. Et du coup, il y a un fameux chiffre qui revient souvent, je crois, en interview, c'est le 70-30. Ouais. C'est ça? C'était en gros... Alors ça, c'est plutôt... je pense que ce chiffre-là, il intervient à partir du storyboard. C'était 70% d'animation très très limitée, personnages fixes, lip sync, c'est-à-dire les mouvements de bouche labiale, je tourne la tête un petit peu, etc. Ce genre de choses, ok, ça c'est dans les 70%. Après 30%, c'était grosse bagarre. Ça, évidemment, pour arriver à compter ce genre de plan, cher, pas cher, c'était plutôt à l'étape du storyboard. Mais quand même, à l'étape du scénario, toi, t'étais garde-fou pour pas mal de choses dans les personnages. Et toi, j'imagine, pour... je visualise que ça va coûter cher, on va peut-être changer le scénario pour qu'on sache direct que ça va être moins cher. C'est l'avantage d'être réalisateur et de se dire, de flipper en avance en fait. Et de se dire, oh non, ça va être tellement de travail. Vous voulez pas juste virer ce personnage? J'ai pas envie de le dessiner. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais en tout cas, effectivement, par exemple, c'est des exemples que je donne souvent, les personnages, les soldats de l'Ordre du Lion, ils sont tous cagoulés, ils ont tous une sorte d'uniforme. Ça permet de faire un seul design pour une foultitude de mêmes personnages. Voilà, exactement. Ce genre de choses. Sinon, c'est vrai que c'est des petites choses, mais notamment dans l'épisode 11, celui du combat sur la plateforme en haut d'un immeuble en construction, au départ, dans le scénario, l'idée, c'était que la plateforme soit pivotante et qu'elle se renverse, qu'elle penche et que les personnages perdent l'équilibre. Et je me suis dit, non, mais ça va être horrible. Et on va être tout le temps... ça va être difficile. Ou alors, pas difficile, mais ça va du coup être vraiment cheap d'avoir tout le temps des personnages en train d'essayer de retrouver leur équilibre. Je suis venu avec l'idée que non, ça va être on va être plus comme dans Tron ou Disque sur Amiga, pour ceux qui se rappellent, d'avoir des cases qui disparaissent, qui tombent et qui font tomber les personnages qui étaient malheureusement posés dessus. Ah, j'ai oublié de leur dire de faire attention quand ça clignote. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ça a l'air évident, évidemment, que toi, à ce moment-là, tu donnes ce genre de recommandations, mais ce qu'il est moins, c'est d'avoir le réalisateur à l'étape du scénario parmi les co-scénaristes, finalement. Ça se fait jamais. Juste dans l'animation, non, ça se fait pas. Série télé en France, c'est plutôt... dites-moi si je me trompe. Généralement, le scénariste s'en bat complètement les couilles de comment il se démerde après. Voilà. Et ils écrivent sans discuter forcément avec le... Ça peut même le réal, presque... voilà. Ouais, pardon de vous interrompre, mais ça peut presque être une phrase pour toutes les étapes d'un dessin animé. Hein. C'est souvent que
on verra plus tard. Et en fait, généralement, ce qu'on dit, c'est on verra au compo. Parce que c'est la toute dernière étape. Et c'est genre, voilà, exactement. Et sur la semaine, on a essayé de faire absolument le contraire. En tout cas, à chaque fois, de se dire, voilà, on passe le plat, mais c'est un beau petit plat, bien préparé, au suivant. Voilà, et pas... Avec bienveillance tiens, et... truc, Le compo, c'est le compositing, donc c'est les gens qui peaufinent l'image à la fin, c'est ça, qui rajoutent les lumières, comment dire qui rehaussent un Ils petit rendent ça peu. joli Ouais. et ils sauvent généralement les meubles. Ouais, c'est l'intégration des personnages dans l'ambiance des décors. Ouais, Voilà. Tu prends tous les éléments, tu les mets ensemble et limite tu rajoutes peut-être des effets pour rajouter. Là, voilà, tu vois, tous ces effets de lumière. Ouais, de Voilà. dégradés, etc. Le décor qui est un peu flou derrière, c'est fait au compositing pour donner un peu de profondeur à l'image, etc. Enfin, voilà. Donc c'est une étape hyper importante, mais il faut pas tout oui, tout miser là-dessus, quoi. Non, bien sûr que non. Oui, c'est pas non plus des magiciens, même si les nôtres étaient particulièrement puissants. Oui, l'équipe de compo. Le compositing ne résout pas les problèmes de scénario, c'est ça. Non. J'ai envie de vous poser une double question sur les choix que vous avez dû faire dans la série. C'est notamment le format, qui est assez atypique, des 13 minutes super intenses et riches, et aussi les personnages que vous avez dû créer, donc les nouveaux characters, pour cette série qui n'existe pas dans la BD. Characters. J'essaie de pratiquer mon anglais. On fait en américain maintenant. Yes. Sur le format, je te laisse répondre. Le format, alors c'est un format atypique peut-être pour des histoires de séries adultes, sérieuses, de genre, etc. Mais c'est un format classique d'animation enfant pour le coup. Là simplement c'est une histoire de budget, c'est-à-dire qu'on savait à peu près, là à ce moment-là on savait à peu près quelle somme on pouvait espérer et donc quel minutage général on pouvait avoir et s'est posé la question de faire soit 26 épisodes de 13 minutes, soit 13 épisodes de 26 minutes. Est-ce que j'ai dit deux fois la même chose mais dans l'autre sens c'est tout à fait ça. Et en fait, après, c'est bon, ça revenait au même, mais pour des histoires de diffuseurs, je pense que ça permettait d'avoir des plus petits modules, permettait de pouvoir faire potentiellement des diffusions plus étalées. Plus d'unitaire et donc tu fais durer plus longtemps. Sauf si tu le diffuses. Il y avait une plus grande souplesse de diffusion en tout cas. Ouais. Sauf si au final tu finis par tout diffuser en un mois. Ouais. Mais bon, à l'époque, vous ne saviez pas. Et en même temps, binge watcher, c'est pas mal. Donc la semaine. Les gens font ça maintenant. Voilà, c'est ça. Et donc le format, c'était ça. Vous avez choisi donc d'avoir plus d'unitaires. Cela dit, si on regarde un peu, il y a beaucoup d'épisodes qui fonctionnent par paire. Oui. Et si bien que, parce qu'on se disait, en même temps, ça fait au cas où ils seraient diffusés ensemble. Ça se répond, c'est bon. Effectivement, il y avait comme ça un truc. Donc c'est presque des 26 minutes au final. Enfin, voilà. Très bien. Et donc sur tous ces nouveaux personnages qui ont dû être créés, comment vous avez géré ça? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y avait la question, effectivement, si on regarde les faits, il y a Richard, Tommy Katana, Milo Zotis et Duke Diamond, qui sont vraiment les personnages qui sont dans la BD, qu'on retrouve plus jeunes dans la série. Les présentateurs. Et Carly Jace aussi, les présentateurs, oui, bien sûr, qui sont les présentateurs de la FFFC, les éternels. Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, qui sont restés. Toujours jamais. Et après, c'est comme il y a énormément de nouveaux personnages importants, c'est vrai que, et notamment Siri, qui est le personnage limite principal avec Richard, enfin, pas limite même carrément, de la série animée, s'est posé très vite la question du qui est Siri par rapport à Richard, par rapport à la BD, et ça a été une grosse discussion, plusieurs discussions, c'est revenu pendant des semaines et des semaines, on disait mais alors est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas, est-ce que voilà. Alors spoilers, si vous n'avez pas lu la bande dessinée Last Man, déjà c'est, excusez-moi mais qu'est-ce que vous allez vous faire chier un peu peut-être, je sais pas parce qu'il y a 3 types qui parlent de ça. Donc si vous n'avez pas lu la BD Last Man, bouchez-vous les oreilles. Donc oui, Christo Canyon, le personnage dans la bande dessinée, est un personnage mystérieux qui a un masque, avec qui on avait des diverses possibilités par rapport à son identité, quelques-unes qu'on s'autorisait de faire ou pas. Et arrivée la création de ce personnage dans la série animée, et là, on s'est dit, il y a un truc à jouer. Laurent était très enthousiaste à l'idée. Ouais, bien sûr. Et du coup, pour bien
essayer de raccorder, préparer vraiment ce que ça impliquait par rapport à Richard et tout ça. Il a fallu réfléchir un petit peu. Et puis après, quand on s'est dit banco, on y va. Banco, on vend la caravane. Ciri, c'est Christo. Et on espère que les gens, à la fin de la série animée, aient un petit mindfuck. Et on espère que, vice-versa, quand les gens lisent la BD, ils aient aussi un petit mindfuck. Et le mindfuck s'est passé. Donc ça, c'était assez cool. Du coup, l'identité de Christo, comme tu disais, vous aviez plusieurs options. Du coup, vous l'avez peut-être... elle a été révélée plutôt que prévu dans l'histoire de la semaine. Vous avez prévu peut-être de révéler l'identité de Christo plus tard dans la BD ou... Honnêtement, S'il n'y avait pas eu le dessin animé Mais oui, du s'il y tout. avait le S'il y dessin avait pas eu animé, le vous dessin auriez animé. peut-être laissé son identité encore secrète pendant longtemps. Ça aurait pu être. Même jamais révélé, si. Si, quand même, Si, quand mais bon, ça aurait pas eu la même implication émotionnelle par rapport à Richard et par rapport à la trame globale. Jusqu'à la fin, même, ça a impacté, ça a transformé même complètement, une partie de la fin de la bande dessinée. Donc, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans la série, notamment le personnage de Howard, voilà, il y a eu tout ce travail de raccordage de wagons et de. C'est pas vraiment. Il y a eu du raccordage de wagons, mais d'inspiration nouvelle qui arrive par rapport au plan qu'on avait sur la bande dessinée, qui a un petit peu tout rechamboulé, remis en perspective. Et je pense que c'était bénéfique pour les deux formats. Voilà. Et justement, tu parlais d'implication émotionnelle. Qu'est-ce que ça fait de travailler sur un personnage comme Ciri pour vous? Parce que c'est peut-être un des persos sur lesquels vous avez le plus effectivement débattu. Enfin, ça doit être un personnage à part, on imagine. C'est celui qui raccorde la BD et la série que vous avez dû développer. C'est spécial parce qu'en fait, au départ, on n'en était pas encore sûr. Hein. Donc, en cours de route, voilà. Et je me souviens qu'il y avait des insistances de Laurent. Moi, je sais que j'étais plutôt favorable aussi. Et donc, j'étais là, alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes OK dans la BD pour dire que c'est Christo ou pas et tout? Mais ça n'aurait pas été Christo, on aurait fait pareil. Je veux dire, il n'y a pas des persos comme ça qu'on a laissé traîner. On a essayé à chaque fois de les rendre vivants. Donc, je pense que c'est un bonus. Pour moi, c'est vraiment un bonus, ce truc d'échange et de personnages qu'on ne voit pas venir, etc. Mais sans plus. Enfin, voilà, c'est vraiment... après, le travail sur le personnage était le même. C'est-à-dire que moi, ce qui m'importait, c'était que Ciri soit pas une ado insupportable, comme on peut en voir beaucoup dans les films ou les séries, ou trop nunuche, ou trop adulte. Voilà. Donc, moi, c'était vraiment ça qui me tenait à cœur, c'était de réussir ça, pas de me retrouver dans les compères, avec des scènes de tendresse affreuses entre Depardieu, Pierre Richard et un gamin lambda, fils de je sais pas qui. Voilà. Et vous l'avez bien évité. Merci. Grâce notamment aux scénaristes, à Laurie et Léonie, qui étaient particulièrement attentives à tout ce qui était écriture des personnages féminins. Parce que quand tu es avec une majorité de paires de couilles dans la salle, parfois... Une grosse responsabilité de l'équilibrage. Parfois, heureusement qu'il y a effectivement des scénaristes qui n'ont pas de... Même si on peut être une femme et avoir des couilles, j'essaie d'être le moins problématique possible. C'est juste au milieu. Oui. Et donc, du coup, qu'il y ait des filles qui savent ce que c'est qu'être ado et qui, du coup, peuvent apporter autre chose que nous, l'image qu'on a de ce que c'est qu'être une fille ado. Et puis même, en plus, je veux dire, moi, j'ai zappé l'adolescence. Enfin, j'ai passé en accéléré. D'accord. En plus, il y a pas mal de personnages féminins dans la span, mais il y en a quand même moins que les personnages masculins. Donc, malheureusement, c'est un peu dû à l'univers Mafia Urbain, Mafia Box. Ouais. Alors, je sais que j'ai tenté le coup de faire entrer des combattantes dans la FFFC, mais on m'a dit non, les règles sont très strictes, etc. Mais j'ai quand même réussi à en placer un en douce. Et oui, en vous faisant croire que c'était un homme qui s'habillait en femme dans les ostéopathes. Genre en infirmière, machin. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment une femme. Et puis c'est tout. C'est bon, il n'y a aucun moyen de le vérifier. C'est juste dans la FFC, dans le tournoi de la Vallée des Rois, il peut y avoir des femmes. Et dans la FFC, non. Ouais, tu vois, pour moi, c'était Victoria. C'est-à-dire que c'est une femme qui s'habille en homme, qui s'habille en femme.
dans Last Man. Mais dans Victor Victoria, oui, c'est ça, c'est la même chose. Avec Julien Andrews. Tout à fait, très bon film. Et il y a quand même le coach qui est une femme, heureusement, dans la FFFC. Sacré woman. Je sais pas où elle se bat, elle, d'ailleurs, du coup. Mais il y a d'autres ligues, il y a d'autres ligues, il y a d'autres ligues. Elle a été, mais Elle n'a non. pas pu être championne, du coup, vu Non. que c'est Non, interdit. il y a d'autres. Elle est championne des femmes. Ouais. Alors, j'avoue que bon, ça sera un spin-off. Voilà. La FFFC Il y a des choses féminine. Ouais. La FFFC. Richard, je peux te parler? Une seconde. Eh oh, on s'entraîne là! Va t'amuser plus loin, c'est pas une garderie ici. J'étais pareil que toi. Je veux juste t'aider. M'aider à quoi? À guérir? Toi aussi, tu te fous de ma gueule? Un peu trop léger, naïf, un peu exagéré dans le côté enfantin. Ouais, alors que là c'est justement c'est une démonstration plus de ces questionnements de devenir adulte quoi. Ok. Elle essaye de savoir qui elle est. Et juste un truc, je peux écouter la fin? Mais d'où ça sort, ces pouvoirs? Ça te rend malade, toi aussi? Tu dessines quoi, là? Un monstre abominable. Il s'appelle Corum. Et je vais le tuer. Voilà, il y a un truc d'intensité. J'ai l'impression que... Peut-être plus léger, tu veux Et, dire, ouais, exactement. Il était très sûr de toi. Et je vais le tuer. Tu vois, D'accord, ok. c'est Ouais. le côté un peu mystérieux, sulfureux. J'ai l'impression qu'il faut le gommer pour l'instant en tout cas. D'accord. On vient de voir quelques images du doublage. Qu'est-ce que vous pouvez apporter donc sur votre expérience sur ces voix? On peut déjà dire que Vincent Ropion et Marcel Milou sont deux beaux hommes. Oui, très beau, Voilà. effectivement. Non, alors c'était hyper intensif. C'était fait en 2 fois, 2 séances de 1 semaine, on va dire, chacune. Ça s'est fait en 2 Sans semaines. manger, non? Non, mais si on c'était a. intense. Ouais, non, c'était très intense. C'était la toute première partie de la série, enfin de 1 à 13, je crois, et puis ensuite de 14 à 26. Et tout ça s'est fait avant que l'animation ne démarre, pour pouvoir, et même avant certains storyboards, enfin le plus tôt possible, même pendant le storyboard, les storyboarders avaient les voix pour s'inspirer un petit peu du ton des personnages, etc. Quand on fait un enregistrement de voix de comédien avant l'animation, on appelle ça de la création de voix, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'image quand ils enregistrent. Exactement. Et moi, ça me plaisait parce que je me disais que ça allait pousser à trouver des expressions de personnages plus inattendus, un peu moins, Cliché, comment dire, enfin, oui, icônes, enfin un petit peu moins smiley, tout ça. Enfin, voilà. Singulariser un petit peu chaque voix. Ouais. Ok. Ok, les chopinous. Je propose qu'on fasse la paix et que vous alliez vous faire voir ailleurs. On fait comme ça alors? Là encore, dans la production animée française en général, les voix se font plutôt après. Il y a les deux. Il y a les deux. Franchement, il y a les deux. C'est l'intention du c'est réalisateur. vraiment je dirais peut-être plutôt le réalisateur qui choisit, ou alors éventuellement le producteur, je sais Il n'y a pas. pas vraiment d'impact sur le budget, c'est vraiment plus. Non, justement, on avait étudié les 2 cas de figure et on se disait, bon, il n'y a pas d'avantage économique, c'est pareil, grosso modo. C'est plutôt là une question de choix personnel, artistico-technique, quoi. Ouais. Mais si ça peut inspirer effectivement le travail des storyboards. Je suis pas sûre d'avoir compris. C'est qui pour toi, Richard, exactement? Ah mais oui, merde, il m'en avait parlé. Et à part pour les pantalons, ça va? Il s'en sort? Bah ouais, tu sens que tu changes. Bah, c'est flippant. Bah oui, t'as la sensation de plus savoir qui t'es. Et au niveau du choix des voix, j'ai cru comprendre notamment que Yves avait quelques espérances. Oui, alors je sais pas, une sorte de liste du Père Noël. Je sais qu'il faut, enfin que c'est pas, faut pas faire du fanboyisme Bien aigu, que il Mais un faut. peu quand même. Mais quand même, quand t'as un peu l'opportunité de faire ta petite liste, encore une fois, au Père Noël, de la même manière qu'on l'a fait avec Jérémy Perrin, là, il y avait quand même le fantasme de dire tiens, Vincent Ropion, oui. Là, je crois que c'était le seul vraiment qui me tenait à cœur. Nicky Larson. C'était la voix de Nicky Larson, ouais.
Et puis en l'occurrence, avec au-delà du côté fanboy, avec Vincent Ropion, avec la voix de Nicky Larson, c'est que ça allait même dans le sens du personnage et du fait que ça soit spoiler. Mais bon, ça, si tu regardes les bonus ou si tu regardes cette soirée sans avoir vu la série, c'est un peu chelou. Mais bon, c'est un traître, hein, Howard. Et le fait de lui donner une voix qui le rend sympathique, qui tu sais pas pourquoi, même les gens qui se rappellent pas que c'est la voix de Nicky Larson, bon, tu sais, il y a un côté où ils font il est smart, ça me fait. Je suis bien, ça sent le chocolat chaud. Et du coup, il y a ce truc qui ça le rend sympathique et classe. C'était donc là que Dave travaillait en secret. Richard a dit qu'il avait un problème à régler, c'est ça? Oui, depuis qu'il me connaît, il lui arrive que ça, des problèmes. C'est pour ça que papa me cachait, parce que je porte la poisse. Mais non, ton père voulait te protéger. Tu as vu de quoi Rizel et l'Ordre du Lion sont capables. Et du coup, après, quand il fait sa fils de puterie, c'est encore plus violent. Il fait beaucoup de votes documentaires et depuis que j'ai vu Last Man, je n'entends plus les documentaires de la même façon à chaque fois, parce qu'il en fait quand même beaucoup. Tu dis enfoiré. Pour moi, avant, c'était c'est Nicky Larson qui fait les documentaires. Non, maintenant, c'est Howard. Et du coup, les documentaires se finissent différemment, à l'avance dans ma tête. Et effectivement, comme le disait Yves, le fait de donner la voix d'un héros, on va dire classique, à Howard rendait d'autant plus, sinon impossible sa traîtrise, mais d'autant plus décevante et ou qu'on n'en ait pas envie, quoi. C'est-à-dire que même si on sent que ça arrive, on est là, mais non, pas lui. Enfin voilà, c'est en tout cas ce que j'espérais. S'il y a aussi le doubleur de Rizel, c'est-à-dire William Corey. Vous me connaissez? Moi aussi, j'ai entendu parler de vous, Monsieur Mackenzie. Vous pensiez vous en sortir comme ça? Nous sommes toujours là, vous savez. Plus forts, plus nombreux chaque jour. Le souffle chaud de Reine Iguane embrasse toute chose ici-bas. C'est une voix aussi que j'aime beaucoup, qui en plus, qui a un historique pour moi personnel, qui est en tant que spectateur, qui était aussi dans énormément de manga vidéo, exactement, que ce soit Hirotsuki Doji, Cyber City, ce genre de choses. Marqué voilà. Notre génération. Exactement, et aussi qui dirige le plateau de South Park. Donc voilà, pour moi, il représentait une sorte de super grand écart de l'animation adulte, et je trouvais ça vraiment génial qu'il soit là. Ouais. C'est moi qui pose les questions. Quel est ton nom? Siri. Non, ce n'est pas à toi que je m'adresse. Il est devenu trop puissant. Nous allons avoir besoin d'alliés. Et maintenant, on va revenir un petit peu sur la production et cette période un peu particulière où vous avez commencé à recruter et où la prod a vraiment démarré. Je parle de la prod animée. Je crois que c'était vers l'épisode 18-19. Où du coup, comment ça s'est passé? T'as un petit peu lâché le scénario pour... Oui, c'est ça. Enfin, j'étais... jusqu'à présent, je suivais, puisque comme j'étais en duo avec Laurent, comme scénariste sur nos épisodes, et que régulièrement, en tant que directeur d'écriture, il faisait un lissage des dialogues pour que tous les personnages, c'est le boulot d'un directeur d'écriture, de polir un petit peu tous les épisodes pour qu'on ait l'impression que c'est la seule et même personne qui ait tout écrit et que les personnages parlent tous le même... voilà. Et du coup, je l'aidais un peu là-dessus, vu qu'on se voyait tout le temps. Et là-dessus, j'ai pas pu continuer. Je devais me lancer sur la production des images. Alors après, bien sûr, je continuais de lire les scénarios parce qu'on se les envoyait tous tout le temps. Voilà, on avait des mails groupés de chaque épisode, tout le monde faisait des commentaires, c'était assez collégial. Et bordélique. Et bordélique, effectivement. Tout le monde avait le droit de donner son avis. On pouvait donner son avis. Après, c'était pas forcément toujours suivi. Il y avait quand même un couperet final, mais les suggestions étaient toujours bienvenues. Et voilà, donc je continue un petit peu de lire tout, mais j'étais un petit peu plus distant à ce moment-là, tout en me disant, de toute façon, c'est moi qui aurai le dernier mot, puisque arriveront les storyboards à plus tard, et arriveront etc. Et donc le recrutement donc de la partie du staff prod anime, est-ce qu'il a été difficile? Parce que là, c'est justement du scénario à la grosse, intense période de production. Est-ce qu'il y a eu des soucis? Ça a été difficile de trouver des animateurs? Parce qu'on parle d'une prod quand même assez inhabituelle, avec un niveau de qualité, un budget restreint, mais un niveau de qualité et des intentions assez claires, quoi. C'était difficile. À ce moment-là, le niveau de qualité, on n'en a pas une grande idée, puisqu'on n'a pas vraiment d'image finie. On a fait quelques tests d'animation. Justement, là, on entre dans le design, que j'avais un peu entamé pendant la phase d'écriture, effectivement, en me disant...
Parce qu'en fait, le truc, c'est que je l'ai un peu suggéré tout à l'heure, mais sachant que j'allais réaliser derrière et que au fur et à mesure, on se faisait valider des scénarios, etc. Et je voyais genre, oh, ça fait tellement de personnages, encore des nouveaux personnages, encore des machins et tout. Et je me dis, il y en a beaucoup trop de machins. Ok, je vais en faire un peu maintenant. Comme ça sera toujours ça de moins à faire plus tard. Donc oui, en cours d'écriture sont tombés Howard, Eric Rose, Mendoza, quelques personnages comme ça. Et aussi, ça me permettait effectivement de gagner du temps, mais aussi de déjà réfléchir à l'esthétique un petit peu plus précisément de la série. Et je savais que plus tard, j'aurais sans doute pas le temps de faire des designs de personnages. Donc c'était maintenant ou jamais si je voulais en faire. Ouais. Mais oui, à ce moment-là, on a cherché des designers personnages, des designers décors. Et c'est vrai que, en fait, pour tous les postes, on a fait quelque chose que j'aime pas tellement, mais on y était un peu obligé, c'est faire passer des tests. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de presque concours où enfin, c'est un appel à projet comme France 4 l'a fait pour nous, alors que j'aimais pas ça non plus à l'époque. Ça se fait beaucoup les tests dans l'animation. Je sais bien, ouais, mais je trouve que, bon, enfin bref, c'est un autre débat, mais toujours est-il que, parce que c'est pas payé, on vous demande à des gens de bosser en plus, machin, bon, c'est pas, bref. Sauf que, comme c'était une série qui n'avait pas vraiment de précédent dans l'intention esthétique en France, des dessinateurs très bons ou animateurs très bons en cartoon, j'en connais plein, mais en réaliste, comme je l'espérais sur Last Man, j'avais pas d'idée. Néanmoins, je me disais, il y a bien dans tous ces dessinateurs-là des gens qui, le soir ou je sais pas quand, s'amusent à faire des dessins qui sont pas dans un style... Mimi Cracra, bon bref. Et en effet, il y en avait, mais pour le savoir, il fallait bien faire passer des tests. Effectivement, c'est la pratique aussi qui fait que tu peux te sentir à l'aise. Et j'imagine qu'il y a des animateurs qui ont dû, comment dire, se décontracter au fil de la prod. Parce que moi maintenant, je sais qui a fait quel plan. Je reconnais les styles des gens et tout. Là, c'est Florent, par exemple. Florent Lecor. Mais ouais, effectivement, c'est comme Astérix, quoi. Le premier volume, il est dessiné bizarrement, et le dernier, il est dans un style plus connu, celui qu'on connaît. Sauf que le rythme de parution, on va dire, de 2 épisodes de Last Man et 2 Astérix, c'était ouais, tout à fait mais en le même, l'occurrence, c'est quand même le même effet. C'est-à-dire que moi, je vois la différence de niveau de dessin entre les derniers épisodes et les tout premiers. Comme les tomes de Last Man, les premiers tomes sont absolument dégueulasses. Et après, c'est vachement mieux. Non, c'est pas vrai. C'est le style qui change un peu, mais c'est pas le... c'était une plaisanterie. Mais ils ont pris un level, parce que c'est une prod intensive, en fait. Tu prends 10 ans d'expérience en 2-3 ans, quoi. Parce chambre du temps, là, dans Dragon Ball. C'est ça, exactement. Ouais. Et après, t'enlèves les trucs, les poids. Écoute, j'ai déjà couru après un psychopathe qui a essayé de me décapiter. Je me suis endetté jusqu'au cou avec la mafia. Je me suis fait tirer dessus par des cinglés masqués. Alors tu comprendras que j'en ai ma dose. Si t'as envie de cambrioler un musée pour chourer une coupe à la con, je vais pas t'en empêcher. Mais moi, je vais me coucher. Et donc, vous avez commencé à écrire, vous avez fait les voix, le staff de l'anime et la musique. À quel moment la musique, les premières notes, les premières intentions, les contacts avec les gens qui allaient faire tout ça. Je sais plus parce que tu l'as fait un peu à la japonaise, tu sais, à la Miyazaki, tu sais, ah non, Soka. Eto. Oh là là. On rêve de faire ça. Bref, c'est no life, vas-y. Je sais plus tellement, mais c'était assez tôt malgré tout. Tu connaissais Fred et Philippe? Oui, bien sûr, c'était des copains de longue date. D'accord. Philippe, j'avais bossé avec lui déjà sur quelques courts dessins animés, chez Suzy il y a très longtemps. C'était ma première collaboration avec lui. Puis ensuite, Merci Satan, Spuf également. Et voilà, Fred, Avril, non, j'avais jamais bossé avec lui, mais assez souvent, il me disait « Ouais, il faudrait qu'on fasse un truc ensemble, etc. » Mais c'était un peu dans l'air. Une collaboration latente. Ouais. Donc, en fait, je me suis dit, je vais les réunir, ça pourrait marcher. Et moi, je trouve que ça a marché. En tout cas, je suis très content de ce qu'ils ont fait. Je crois qu'ils ont commencé... On devait avoir commencé les storyboards. La première fois qu'ils ont travaillé, c'était sur l'épisode 1, forcément, l'animatique qu'on avait depuis longtemps. Et donc, ils avaient déjà entamé des thèmes
un petit peu au hasard. On avait discuté avec eux, je leur avais donné des intentions. Je leur disais, bon voilà, il faut que ce soit mais super sérieux, épique. Si c'est mauvais goût, on s'en fout, on y va à fond. Voilà, pas peur du ridicule. Voilà. Et donc ils étaient ok, d'accord, très bien. Et je les avais lancés au départ peut-être sur un truc plus... on va faire des thèmes. Et après, au montage, on coupera dedans, et comme ça, vous ne ferez pas des heures et des heures de musique pour des histoires de budget à l'image. Ouais. Ce qui s'est avéré pas se passer, ils ont finalement fait de la musique à l'image. Bon. Mais du coup, dans un premier temps, on avait établi des listes de thèmes, genre la liste, le thème de l'Ordre du Lion. Le thème de la bagarre dans la rue, le thème de la bagarre principaux le thème de voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'après il fallait avoir des sortes de niveaux de puissance et en se disant voilà ce qui est plutôt d'ordre mystique, ça va être un genre d'orchestral bizarre. Ce qui va être... Allez, démerde-toi. Non, mais... c'est déjà... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'était plutôt... Parce que maintenant, c'est avec le recul que je dis ça, mais à l'époque, on disait orchestral plutôt, tout court. Simplement, après, ils ont rajouté des bizarreries, donc maintenant, j'essaye de... En disant ça, que le spectateur fasse... Je vois de quoi il parle. C'est genre le thème des roitelets, des trucs comme ça. Et qu'on soit plus dans quelque chose de pop quand c'est de la baston contre des mafieux, contre des... Oui, bien sûr, après, il y avait les chansons de Toby qui étaient tout un autre problème à résoudre, parce que dans le scénario, c'est écrit « Elle fait une super chanson et tout le monde pleure tellement c'est génial. » Et ben, débrouille-toi maintenant. Et ben voilà, donc c'est pas facile. Et ça, c'était un des tout premiers trucs aussi qu'ils ont dû faire, parce que on en avait besoin pour le montage. Au moment des storyboards, des animatiques. Ouais. Voilà. Ils ont quand même bien réussi à relever ces différents défis de musique, effectivement, d'idol, presque, jusqu'aux musiques médiévalo, orchestralo, bizarre. Mon désespoir. Je sais qui tu es. Donc là, a priori, c'est super. Vous avez des super mecs à l'anime, au storyboard, des super musiciens, et des problèmes surviennent. Et là, c'est le drame. Tout à fait. Ça se passe pas comme on aurait tous voulu. Du coup, je pense qu'il va falloir qu'on tue l'un de vous. Ouais, alors depuis le départ, on essayait toujours d'avoir 2 diffuseurs, ce qui est le cas pour les séries télé d'animation en France. Souvent, on cherche 2 diffuseurs qui se partagent l'ordre de diffusion, mais qui donc participent au budget de la série. Nous, on n'en avait qu'un, donc on avait que la moitié d'un budget de série classique d'animation pour enfants. Et donc, ouais, cet espoir d'avoir un autre diffuseur, on pouvait ne pas en avoir un si jamais il n'y avait aucune erreur qui se produisait sur la production. Et or, c'est, je pense, humainement impossible que ça n'arrive pas, et donc c'est arrivé. Un de nos studios prestataires a eu un retard monstrueux sur la fabrication des épisodes. Et on a dû, tout en dépensant bien sûr l'argent qui était dû, voilà. Donc on a dû refaire ces épisodes-là. Malheureusement, donc il y a des épisodes qu'on a fait, dont on a dépensé le double d'argent pour les faire, pour les finir et les faire pour ceux qui n'avaient pas été faits. Ça, on le tenait aussi si jamais, parce qu'on a un diffuseur qui a été très intéressé à un moment donné. Ça a été un peu compliqué. Un autre diffuseur. Et puis finalement, de cette proposition qui nous avait été faite, ce diffuseur s'est retiré de l'affaire. Et donc, ce premier problème de retard de planning pour l'animation n'a pas pu être épongé. Et on ne faisait plus que dépenser. En fait, on n'avait plus rien à ce moment-là. On n'avait plus du tout d'argent. Ou en tout cas, on pouvait tenir encore 1 mois ou 2 le temps de faire un Kickstarter, par exemple. Donc là, juste pour situer dans la timeline, vous aviez fait... la moitié des épisodes, c'est ça? C'est à peu près ça, ouais. Voilà. Ouais, et il vous restait le budget pour travailler encore 1 mois ou 2. Ouais. Et ça faisait 2 ans que vous étiez dessus. Ouais. Enfin, donc c'était forcément... En termes de production pure d'image, c'est un peu moins. Ça faisait un petit peu moins d'1 an, mais c'est vrai que depuis le tout début, c'est ça, 2 ans. En tout cas, c'était impossible de finir les 13 épisodes en un mois. On envisageait plein de choses, de faire des diffusions d'animatiques mises en couleur,
Ouais, vous avez proposé l'idée à France 4, c'est ça plus ou moins. Enfin, c'est une idée qui traînait et qui n'a jamais osé être prononcée, en fait. Mais genre idée plan B, B, plan Z. Plan Z par défaut. On savait que c'était le plan Z. Hein. Ouais. Et donc, il y a eu ce problème d'argent. Donc, un souci avec un studio partenaire prestataire qui a handicapé la prod dans un premier temps, un diffuseur qui s'est retiré, un codiffuseur. Et comme on dit, et jamais voilà, 203. Jamais 203, l'eau des séries, etc. Sinon, c'est pas drôle. Il y a eu aussi donc un problème avec le diffuseur. C'est que soudainement, il y a eu un jeu de chaises musicales de président dans les hautes sphères. Ça a bougé au niveau, effectivement, des hautes sphères. Donc, on a changé, France 4 changeait de ligne éditoriale. Du jour au lendemain, grosso modo, ça devenait plus la chaîne ado, jeune, school, là où on peut regarder des dessins animés, on peut regarder l'Attaque des Titans. Bref, le problème, c'est que du coup, il s'avérait que donc, la case horaire dédiée à la semaine disparaissait. Et que donc, tout simplement, c'était bon, merci, tant pis. Voilà. C'est-à-dire que ça ne passerait pas. La semaine ne passerait pas. C'est-à-dire que cette année, c'est 2 ans, 3 ans, tout ce que tu veux de travail, c'était pour du beurre. Et puis voilà. Donc, y compris travail de votre côté et aussi travail de Pierre Siracusa, qui avait donc travail des gens de France appel 4. à projet, création d'une case, achat d'animés japonais au début pour remplir la case, en attendant les premières créations françaises, parce que c'était quand même un projet ambitieux. C'était pas juste on va diffuser, acheter des dessins animés aux jeunes adultes. Au Japon ou ailleurs, on les diffuse, c'était vraiment de la création. Et là, tout s'arrête. Donc à quel point même la logique de France Télé peut se tirer des balles parce que... changement, voilà. C'est des choses qui arrivent assez souvent, en fait, quand même, des séries qui sont faites, généralement des séries pour enfants ou des trucs comme ça, qui finalement ne sont pas diffusées, foutues dans un placard, ou diffusées à 4h du mat pour foutre les quotas de production française. C'est des choses qui arrivent. On aurait bien aimé que ça ne nous arrive pas. Et donc ça nous est arrivé, et du coup, on se retrouve avec un triple problème, effectivement, un double problème qui est budget à plus d'argent. Et plus de cases. Fenêtres. Et donc, on était littéralement des gros SDF de l'anime. Donc, il n'y avait plus qu'à balancer tout sur YouTube. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es un SDF La manche. Donc, tout simplement, en fait, c'était le dernier espoir. En fait, le truc, c'est que idéalement, on s'en serait bien tous passés de faire un Kickstarter et de faire la manche, bien sûr. On aurait préféré trouver un diffuseur hop vite fait, mais ce genre de rencontre et ce genre de décision, ça prend toujours des mois, voire des années. Donc la solution la plus rapide et la plus un peu hasardeuse, parce qu'on ne peut pas savoir ce que sera le résultat, c'était de faire un Kickstarter et de demander aux futurs spectateurs de participer et de nous soutenir, parce qu'en plus... On pourrait en parler des heures de Kickstarter. Avec la spécificité qui a parfois été mal comprise, que c'était effectivement un Kickstarter de soutien. C'est-à-dire que ce n'était pas un Kickstarter où on proposait un jeu vidéo derrière. Genre, c'est pas de la précommande. C'est pas de la précommande, c'était du soutien pur et dur. C'est-à-dire que, grosso modo, on disait aux gens, si vous nous aidez pas, on est mort, la série n'existe pas. Et donc qui dit moins d'argent, dit moins de personnes, moins de gens pour travailler. Voilà, et qui dit en fait problème de l'animation. On va devoir baisser la qualité de l'animation. Enfin, c'est la seule solution. Et ça, on n'est pas trop d'accord, parce que ça serait un peu dommage, quoi. Ouais. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Donc ça a été un succès. Ça a été un vrai succès. Et le succès même du Kickstarter, au-delà d'amener de l'argent, a amené aussi, du coup, des potentiels gens qui peuvent nous aider à mettre au bout des co-producteurs, on peut dire aussi. Et puis, ça a aussi été un moyen de faire un spotlight sur la série avant qu'elle arrive, que des gens n'auraient jamais entendu parler de cette série si elle avait été diffusée comme ça un petit peu vite en un mois sans qu'il y ait eu le Kickstarter avant, peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de succès. Complètement. D'ailleurs, la case qui a disparu de France 4, je pense qu'elle n'avait pas encore été vraiment identifiée par les téléspectateurs. C'est une case qui s'appelait Réanimation et qui passait très tard le soir sur France 4, en semaine ou le week-end, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, ça s'était pas encore rentré dans les habitudes des gens et donc tout simplement identifié. Donc oui, au niveau com, Kickstarter a été... mais comme tu disais, c'est vu que j'ai un peu aidé à Barfeu, donc je peux vous resituer au niveau de la timeline. Donc les problèmes d'argent, les problèmes de casse, c'était donc début 2016.
Et nous, on a commencé à réfléchir au Kickstarter en avril-mai 2016 et on a lancé le Kickstarter en plein été en plus, parce que aucun de nous, et moi y compris, n'avions jamais travaillé sur un crowdfunding et c'est un vrai boulot. Et donc on l'a lancé en juillet et ça s'est fini en août. Donc au niveau relais médias, c'était mort, C'est la on était en pire vacances, période. voilà, la pire période, donc tu peux compter que sur toi-même et donc sur toutes les personnes qui ont pris de leur temps. Et dont toi, Yves, beaucoup pour aller chercher chaque backer un par un. Et effectivement, c'est pour moi une des plus belles réussites du Kickstarter, au-delà qu'on a récolté une somme qui était entre les deux, qu'on a largement dépassé le palier minimum, mais pas atteint le palier idéal pour sauver les 13 épisodes, mais il y a eu plus de 200 000 € de récoltés, ou pour un produit, sur une campagne crowdfunding où on ne donne pas le produit à la fin. C'est-à-dire, c'est comme tu disais, c'est vous croyez dans notre projet, donnez de l'argent. En contrepartie, vous aurez des rewards, qui sont sans doute arrivés au moment où vous regardez ce bonus. Des figurines, des posters, artbooks et compagnie, mais vous n'aurez pas les épisodes de la série. C'est-à-dire que vous donnez de l'argent pour une série, mais vous n'aurez pas la série. Et on ne peut pas vous garantir que vous pourrez la voir si vous habitez, je ne sais pas dans quel pays, aux États-Unis, à cet instant. Donc pour moi, c'est ça la pureté du crowdfunding, c'est vraiment du soutien, tout simplement. Et pas genre les crowdfunding qui explosent les scores, c'est évidemment, ils prévendent un jeu vidéo ou une montre comme celle-là, évidemment, s'ils ont 100 000 personnes qui payent $100, bah, évidemment, ça monte à très haut. Donc voilà, c'était effectivement une bonne opération de communication aussi, ça a créé une fanbase, hein. C'est aussi des gens qu'on peut recontacter facilement pour leur dire ne ratez pas la diffusion de la semaine sur telle chaîne à telle heure, ce que ils n'auraient peut-être pas eu comme info sinon, puisque les moyens de communication alloués à ce genre de programme ne sont pas toujours non plus extraordinaires, quoi. Donc c'est un métier, effectivement, et ça a été fait entièrement par des amateurs. Ouais. On était beaucoup d'amateurs ensemble solidaires. qui font un truc, mais du coup, ça a quand même bien fonctionné. Ouais, c'était inédit aussi. La gestion des rewards, moins. Ouais, c'est parce qu'on devait retourner bosser. Ouais. Mais j'explique un peu aux gens. Oui, on a tous un boulot à côté, et puis surtout, on dit on va faire un hardbook, mais un hardbook, c'est un des livres les plus compliqués à faire, puisque c'est pas genre un livre écrit par une personne ou dessiné par un dessinateur avec un scénariste. C'est un livre qui doit parler d'une production, de tous ses aspects, d'aller chercher des témoignages d'un peu tout le monde, d'arriver à être représentatif de tous les postes, de tous les. Donc c'est un méta-livre, quoi. Pour, en tout cas, si on veut le faire et qu'il soit un petit peu diversifié dans ce qu'il représente de la prod. Donc voilà. Mais donc Kickstarter, c'était pas forcément l'idée la plus simple, puisque ça a pris du temps aussi au studio Je suis bien content, qu'on n'a pas encore cité, je crois, ou très peu. Donc ça t'a pris du temps, ça te prend encore du temps, faire des dessins et tout. Mais bon, en même temps, je pense que ça a permis aussi à la série d'être connue, d'être identifiée à l'étranger. Parce qu'on a eu quand même, je crois, plusieurs centaines de backers qui étaient à l'étranger. Donc eux, clairement, ils avaient peu de chances de voir la série un jour. Même la diffusion qui vient d'avoir lieu aux États-Unis de Last Man vient de ce que la promotion du Kickstarter a donné, en fait. Il y a des gens qui étaient en attente, qui connaissaient... ils ont découvert le projet via cette campagne. Et ça aide le diffuseur américain aussi, qui peut compter sur une fanbase qui a déjà vu ou compris que cette série existait et et pousse derrière pour la relayer. Donc je pense que c'est beaucoup d'efforts, mais pour des projets dont c'est pas garanti qu'il y ait beaucoup de communication à la fin, pour des projets ambitieux comme ça, c'est vrai que finalement le crowdfunding, il ne faut pas que ça soit un outil non plus marketing comme pur. Il faut arriver à trouver un juste milieu. Disons qu'en ce qui nous concerne, ça a été un peu c'était totalement innocent, quoi. C'était totalement innocent, surtout que ça tombe bien. Très concrètement, combien ça coûte une équipe d'animateurs par épisode? 25 000 €. 25 000 €. Donc c'est là du coup qu'on a besoin de vous, les cocos. Un épisode égale 25 000 €. Il y a 12 épisodes à sauver. Donc, le plus vous nous aidez, ça fait le plus d'épisodes qu'on peut sauver. Et puis voilà, quoi. Et donc là, on est donc après le Kickstarter, donc j'imagine un certain boost de motivation, même si le niveau d'argent récolté n'est pas exactement ce qui était espéré dans l'idéal. C'était quoi un petit peu le... D'autant que généralement, en tout cas, nous, c'est comme ça que c'est passé. À la fin du Kickstarter, il y a les 2 derniers jours, il y a eu un bond gigantesque d'un flot d'argent et on était là ouh, et vraiment oui, ça nous a fait énormément plaisir et on s'est dit il y a sûrement moyen de sauver le reste de la série, va falloir encore un peu bidouiller,
Il y a des trucs mais on va trouver. En tout cas, voilà, la motivation était vraiment revenue. Elle nous avait jamais vraiment quittés, mais enfin, il y avait quand même une chape de plomb un petit peu pendant un moment là, qui était très très difficile, avec une possibilité que beaucoup d'animateurs nous quittent malheureusement, parce que il faut bien travailler et on travaille pas gratuitement. En plus, c'était la rentrée, c'est ça. C'est ça, ouais. En plus, c'est arrivé exactement juillet-août, donc il y avait plus beaucoup de monde, mais pour des raisons de vacances, là, c'était normal. Mais du coup, ça faisait vraiment un peu, c'est le désert et on n'est pas sûr de finir. Et enfin voilà. Mais ouais, gros boost et on s'est surdémené pour trouver des idées les plus invisibles possibles pour qu'il y ait quand même que ce soit homogène avec le reste de la série en termes de qualité, mais pour que on aille encore un peu plus vite. On a engagé quelques personnes de plus, des animateurs en plus pour aller plus vite aussi parce que la case avait disparu, mais on a eu une autre bonne nouvelle qui était celle une bonne nouvelle étonnante, qui peut paraître mitigée, mais qui en fait en était une de bonne nouvelle, c'est que oui, ça allait être diffusé, mais à cette date-là, et en 4 semaines, et ça va être super. En 4 soirées, ouais. En 4 soirées sur 4 semaines, ça va être très bourrin. Mais c'est ça ou rien, et voilà, on a réussi à placer ça juste avant Noël, donc on a à peu près les moyens financiers, on peut trouver des moyens, mais il fallait super vite en plus. Donc voilà, c'était vraiment le rush final. Et là, vous aviez donc une deadline indéboulonnable qui était donc 15 décembre pour la fin de la diffusion, pas le début, parce que la ligne de France 4 officiellement changeait en janvier. Elle changeait en janvier, mais comme il y a la période de Noël qui commence plus tôt, voilà. La période de Noël, t'as pas de nouveaux programmes normalement trop, c'est plus des programmes spéciaux. Oui, puis dans les périodes de Noël, j'imagine les enfants sont susceptibles de regarder la télé plus tard. Et il y avait ce genre de choses qui entraient en compte. Et donc c'était impossible il fallait terminer donc pour la fin d'année. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces 4 soirées, c'est le fruit de la bataille aussi toujours de Pierre Siracusa et de Joseph Jacquet. C'est-à-dire qu'ils ont cherché une solution, la case disparaissait, ils ont dû faire du forcing, j'imagine, auprès de la direction plus au-dessus de France Télé, pour dire, écoutez, comme tu disais tout à l'heure, ça arrive que des séries restent dans les cartons. C'est-à-dire que c'était pas forcément un drame si France Télé vous finissiez la semaine et que ça soit jamais diffusé. C'est l'argent du service public, c'est des millions, mais bon, ils ont peut-être moins d'enjeux commerciaux de retomber sur leurs pattes, etc. J'imagine. Donc ça s'est déjà vu par le passé. Et je crois que juste avant la diff, donc vous avez réussi à finir. Je pense qu'il faut le dire, vous travaillez 7 jours sur 7 aussi. C'était pendant la diff que ça a été fini. C'est-à-dire que la dernière soirée, ils étaient encore en train de bosser sur les derniers épisodes. Tout à fait. Mais la dernière mauvaise nouvelle, on va dire, c'était... jamais 304, comme dit le dicton. J-1 ou J0, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, tu parles de l'interdiction au moins de 16 ans. Voilà, on va dire Pierre et Joseph s'étaient bien préparés pour aussi tout ce qui était un petit peu censure, etc. Et donc avaient bien passé les épisodes et les animatiques d'abord et les épisodes finis qui arrivaient au fur et à mesure aux responsables de chaîne qui sont pour parler avec le CSA, qui sont, voilà, c'est leur domaine. Pour regarder les épisodes et faire un peu un pronostic, ça c'est quoi? C'est interdit au moins de 12 ans, c'est interdit au moins de 16, ou c'est interdit à personne, bon voilà. Et tout était à chaque fois, non c'est bon, c'est interdit au moins de 12 ans, 12 ans. Ok, très bien. Et en fait, le jour même de la première soirée, le matin même de la diff, c'est ah ouais, alors il y a déjà 2 épisodes interdits au moins de 16 ans, puis en fait sur toute la série, il y en a 9 ou 10, je sais plus. Pour ton joli petit visage, je pensais à une dominante de rouge. Alors moi sur le coup je trouve que c'est super, je me dis il y a un côté un petit peu un peu badass à tout ça. Oui, j'ai 16 ans, oui. Ouais, sauf qu'en fait ça avait des conséquences inattendues, de programmation non pas sur la chaîne en elle-même, mais tout ce qui était replay, tout ce qui était replay en fait, tout simplement. Et du coup, c'est-à-dire le mode de consommation maintenant quand même majoritaire des gens. Ouais, et surtout pour ce genre, à mon avis, de programme. Voilà. Tu veux voir plusieurs épisodes d'un coup et quand tu veux. Et là, donc, c'était quoi le souci? C'était que les épisodes interdits au moins de 16 ans, normalement, c'est pas diffusé. Tout simplement. Il y en a pas. Donc, alors, l'idée, c'est pas grave, on les met pas.
Ouais, mais c'est un feuilleton, alors c'est un peu un problème. Ah ouais, oh, bah, je sais pas, alors, hein, débrouillez-vous, très bien, ok. Non, encore une fois, forcing de Pierre et Joseph, et avec cette solution finalement encore un peu compliquée, mais c'est la seule qui pouvait se faire. Et c'était qui une exception. Voilà, oui, il n'avait jamais mis en place ce truc avant. C'est que les épisodes étaient disponibles à partir de, je sais plus, 22h et jusqu'à 5h du matin. à 5h du matin, un truc comme ça. Les épisodes plus 16, on va dire. Mais bon, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué à suivre, du coup, voilà. Ah, c'était un peu... Surtout quand tu es sur Internet, je veux dire, tu es censé tout avoir sous la main. Même... Et là, tu es sur une offre légale et ils te disent... Alors, reviens à 22h30, en fait. Ouais. Ah, désolé, il est 6h du matin, c'était jusqu'à 5h. Mais bon, c'était mieux que rien. Oui, et puis la semaine, ça a été compliqué à faire. Il n'y a pas de raison que ce soit pas compliqué à regarder. Exactement. En tout cas, ça a failli donc être genre replay de la semaine, c'est t'as le droit à l'épisode 1, 2, 4, 7, 8, 9 et ce entre jamais quoi. Pour une série feuilletonnante, et c'est du jamais vu quoi. Heureusement, et là je le dis, bon, je sais pas s'il faut le dire, mais heureusement il y a eu des pirates. Heureusement il y a eu des gens qui ont chopé les épisodes, qui les ont foutus sur YouTube. Là où le système de replay ne fonctionnait malheureusement pas, et il y a des gens qui n'ont pas la patience, personne n'a la patience de faire ça, donc il y a des gens qui disaient, il y a la semaine qui a commencé, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ah bon, c'est quoi sur Internet, oui, mais c'est compliqué le replay, bon, tu t'en fous, je vais regarder Game of Thrones. Non, du coup, il y a des gens qui ont, de manière assez militante aussi, mis sur des chaînes YouTube les épisodes quand ils étaient diffusés, ce qui fait que ça a été bénéfique pour la diffusion en elle-même sur France Télé, puisque les gens pouvaient effectivement tout regarder et puis attendre, et puis ça a gonflé de diffusion en diffusion. On a eu de plus en plus de monde qui pouvait se rattraper parce qu'ils avaient vu ça sur YouTube ou sur Dailymotion ou je ne sais où, grâce à des valeureux pirates, des valeureux flibustiers. Et ce qu'il faut aussi souligner, et si je dis pas de bêtises, c'est qu'en parallèle, on pouvait aussi acheter en VOD les épisodes sur Plus VOD, et qu'il y a eu des bons chiffres de vente des épisodes, donc en dématérialisé, en VOD. Donc, preuve que le piratage n'handicape pas forcément, ne nie pas forcément l'offre légale. Et c'est pas comme voler une voiture. Bon, maintenant, soit vous vous calmez, soit vous finissez le voyage dans le coffre. Ah ouais? Dans le coffre de quelle bagnole, du con? Merde de ville de merde. Et ils ont fait, je sais plus, plusieurs milliers de ventes sans souci. On a été premiers pendant sur Place VOD. Après, j'ai envie de penser aussi que Place VOD était peut-être pas une plateforme non plus hyper connue. Tais-toi, ferme ta gueule. On était premiers. Ouais, premiers sur Place VOD. Ils étaient 12. C'était exceptionnel. Voilà. Non, mais de toute façon, le fait qu'il y ait eu des milliers de clients, je veux dire, c'est ouf. Moi, j'achète une série France Télé. Effectivement, je pense pas devoir payer. On a déjà payé la redevance quelque part. Enfin voilà. Et là, effectivement, toutes les contraintes ont fait que les gens étaient au rendez-vous, les gens cherchaient des solutions, les gens voulaient voir et avoir la semaine finalement. C'était ça aussi, hein, parce qu'il y a un côté. C'est ça, parce que en dehors d'un succès, disons économico, pratique, des problèmes de tout ça. Le vrai truc, c'est que les gens étaient hyper contents du résultat, quoi. J'ai l'impression que, voilà, on suivait sur Twitter pendant les diffusions avec le hashtag Lastman. Qui était bien hashtag France qui est monté loin. Qui est monté quasiment en haut, et je crois qu'il y avait une émission sur notre chaîne. À la dernière soirée, il était numéro 1. Surtout vu que ça dépendait de l'heure, mais on commençait en deuxième partie de soirée, mais il y avait des certaines heures, effectivement, en fin de soirée, à la fin de la diffusion, c'était en premier, et les gens étaient à fond, et c'est vrai que c'est du jamais vu. C'était super satisfaisant parce qu'on voyait en live quand un truc de scénario que tu as pensé il y a 2 ans, 3 ans, tu te dis putain là normalement il doit faire waouh, il doit faire merde, et tu voyais en direct effectivement les gens faire waouh et merde. Merde, fais chier.
c'était super ces soirées où on sentait une communauté derrière qui était là et qui kiffait aussi. Et puis même des gens qui découvraient, des gens qui tombaient sur la série et qui du coup étaient vocaux. Quoi. Il y avait un mélange, c'est-à-dire qu'effectivement il y avait ceux qui avaient suivi depuis le Kickstarter, voire un peu avant parfois, parce qu'il y avait aussi la fanbase de la bande dessinée qui a aussi vachement soutenu le dessin animé. Oui, il y avait plein de niches et plein de prescripteurs du coup aussi qui poussaient pour faire exactement. je me rappelle, il y en avait qui comprenaient pas ce que c'était ce hashtag Last Man, genre mais c'est quoi ce hashtag Last Man là? Il y a des gens qui étaient là pour leur expliquer alors c'est ça passe en ce moment et tout, ça c'est génial quoi. C'est cool. Et du coup ça a été un beau succès, c'est vrai qu'on a floudé pas mal de TL comme disent les jeunes. Et du coup, on a eu même des haters, et ça, c'est trop bien. Vous êtes des forceurs avec votre Last Man. Oui, c'est sûr. On a forcé pendant 4 semaines. Pendant 4 semaines, il y avait des gens qui étaient contents, dis donc. Non, mais c'est pas vrai! Merde! Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de bonne volonté. Mais je pense que... toutes les interviews aussi qui ont été faites, les interviews vidéo pendant la campagne et tout, ont aussi mis des visages sur les gens qui faisaient Last Man, la série. On connaissait les auteurs de la BD. On sentait que c'était authentique, on sentait que c'était des passionnés, on sentait les influences qui étaient derrière ce projet. Donc je pense que ça stimule aussi les gens. Je pense ont pas non plus été trompés sur la marchandise. Tout le monde pouvait sentir à quoi on allait s'attendre. Et même si personne n'avait jamais vu une prod comme ça, même moi en tant que fan, c'est hyper excitant d'avoir donné du temps pour un projet qui réunit et qui mélange aussi bien pas mal de choses qu'on a adorées et qu'on était... C'est bientôt la fin, donc c'est le moment où on commence à se sussauter tranquillement la bite. Congratulations, on est en mode featurette, tu sais, featurette. J'ai adoré bosser avec Jérémy Perrin. Super. Je trouve que c'est vraiment on le fait avant. C'est chiant parce que quand tu le penses vraiment, c'est vraiment un réalisateur de Paris, alors que normalement les mecs s'en foutent. De Paris, juste sur Paris. C'est le meilleur réalisateur d'animation fantastico adulte. Dès que tu vas à Clichy, il y en a 40 000 par contre. Et donc, quand même, j'avais envie de finir en vous demandant quel est votre ressenti sur l'après Last Man, donc au-delà des feedbacks des téléspectateurs. Est-ce que vous sentez que ça a déclenché quelque chose, même si la case sur la chaîne qui l'a diffusée a disparu avant même la diffusion? Est-ce que ça a déclenché des envies? Vous avez eu des feedbacks de professionnels par rapport à la diffusion américaine, etc. Est-ce que vous sentez que ça va être fédérateur de quelque chose? Clairement, moi, ça a déclenché le paiement de mes droits d'auteur pour la première fois. Non, oui. Non, c'est vrai que le public de la série animée qui ne connaissait pas la BD, qui s'en tamponnait le coquillard, qui ne savait même pas que ça existait, ça a ramené des gens qui ne connaissaient pas la bande dessinée et qui la découvrent avec plaisir, puisqu'il y a un petit peu ce qui s'est produit, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet Berserk. Ouais. Qui est complètement involontaire en fait, c'était pas vraiment... Tu regardes les 25 épisodes de la première série de Berserk, puisqu'il y en avait 25, et tu arrives là où, à cette fin qui est c'est le carnage, et puis après il te fait démerdez-vous, et du coup les mecs se précipitent vers le manga pour lire la suite. Il s'est passé la même chose avec Last Man, donc, parce qu'ils peuvent littéralement lire la suite 10 ans plus tard. Oui, en plus, vous avez réussi un truc qui est rare, c'est vous aviez prévu depuis longue date que le tome 9 devait sortir en même temps que la diffusion de la série télé. Donc ce genre de truc transmédia, cross-média qui en général tombe à l'eau parce que forcément il y en a un qui va être en retard et que non, tu sors pas une série d'animes à la télé et en même temps une BD chez un éditeur au même moment. Et bien là, si, vous avez réussi. J'avoue, on s'est bien démerdé. Bravo. C'était totalement voulu. Non, mais c'était voulu en théorie, en sachant que ça serait très dur à tenir pour plein d'impondérables et de choses, voilà. Et là, en fait, oui, ça s'est vraiment passé nickel et ça s'est vraiment bien reçu au niveau des lecteurs, au niveau des spectateurs qui pouvaient enchaîner et voir tous les liens se reconnecter. Donc ça, c'était chouette. Et ce que ça a apporté pour la suite, nous, c'est qu'on va finir notre BD, hein. Donc, parce qu'on a encore des tomes. Oui, c'était prévu aussi de la finir de base. Oui, non, ça sera 12 tomes. Là, il y en a 10 qui sont sortis. Et donc, on doit finir. Et donc, Last Man, c'est pas. Enfin, voilà, quoi. Ça continue pour ma part. Oui, après, moi, je pense qu'on a entrouvert une porte quand même.
c'est encore tôt pour dire ce que ça va donner, mais malgré tout, déjà, il y a plusieurs productions d'animation plus adultes qui se sont lancées, que ce soit chez Bobby Pills et toujours chez un peu Je suis bien content, qui est toujours un petit peu sur cette envie de continuer là-dessus. Bon, j'ai un projet chez Bobby Pills, tout comme Yves, mais j'ai aussi un autre projet, toujours avec Didier Crest et Ruy Bodiendek, qui est là aussi un projet plutôt adulte, a priori moins frontal rentre dedans que Last Man, et encore, on est à l'époque de l'écriture, donc on peut pas le dire. Mais sujet et thématique plus adulte, quoi. Alors je suis allé aux États-Unis il y a pas très longtemps, parce que justement Last Man sort là-bas également, et j'ai rencontré le producteur de Castlevania, qui est une série qui a vraiment hyper bien marché aux États-Unis, et lui ça fait 10 ans qu'il essaye de faire ça. Et que enfin ça sort, et pour lui c'est il nous félicite pour Last Man, parce que faire des dessins animés pour adultes aux États-Unis ça existe, mais c'est que de la comédie, et quand il y a un peu de drame, un peu d'action, et ben c'est toujours très dur à faire, et c'est pourtant quelque chose que pas mal de producteurs là-bas essayent de faire aussi, sur l'exemple des Japonais, je pense. Et là, enfin, il me disait, j'ai cette impression que voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se dérouler un petit peu à travers le monde, même si c'est encore le tout début, mais que ça peut faire naître quelque chose. Ouais. Le public est réceptif, donc on espère qu'il y aura une demande. C'est un peu ça, quoi. Et c'est vrai que moi, il y a un truc que j'ai cru comprendre aussi et qui est assez hallucinant, c'est que même chez France Télévisions, alors même qu'il n'y a plus vraiment de chaîne, au-delà de la case, il n'y a plus vraiment de chaîne pour diffuser Last Man, il y a des gens chez France Télé qui aimeraient bien continuer, produire peut-être une saison 2. Bah, évidemment, c'est que des si, hein. Mais c'est à ce point-là, quoi. C'est-à-dire que, les lignes globales des chaînes ne sont pas raccords avec ce genre de séries et de cibles, mais au plus haut niveau, ils aimeraient quand même continuer à faire ce genre de séries, quoi. C'est juste que, on est d'accord que en fait, il faudrait qu'il y ait beaucoup de séries produites en même temps. Peut-être c'est une question de masse aussi, c'est-à-dire que c'est une question d'offre. C'est-à-dire que s'il y avait plusieurs séries comme Last Man à un instant T, soit sur une chaîne, soit sur plusieurs, il y aurait peut-être une sorte de déclic inconscient des gens, et qui ferait qu'il y aurait une sorte de demande, parce que c'est toujours un peu le problème, hein, c'est d'arriver à... Oui, je pense que s'il y a un avenir pour l'animation adulte assez envisageable à court terme, c'est peut-être plus sur les plateformes de diffusion VOD de type Netflix ou Verve, justement, qui est la chaîne de Crunchyroll qui diffuse Last Man aux États-Unis. Voilà, là, il n'y a pas de case, d'horaire, de durée d'épisode, de nombre d'épisodes. C'est un peu... on n'est plus dans des problèmes politiques, disons, ou de définition de qu'est-ce que devrait être l'animation. Est-ce que c'est un genre? Oui, non, non. J'en profite. Mais c'est ça. Et puis il y a moins d'histoires de cible publicité. Oui, tout à fait. Parce que c'est les annonceurs qui font que voilà. Ouais. Et c'est aussi le mode de consommation préféré des jeunes adultes. Ce genre de plateforme où ils choisissent un peu. C'est bien normal, quoi. J'espère en tout cas que vous allez travailler sur d'autres projets. Je sais que tu parlais de Bobby Pills, et je sais qu'il y a une partie du staff de Last Man quand même qui se retrouve sur les projets dont vous parliez. Donc même si évidemment c'est pas possible en France de fédérer un studio, une équipe sur un genre de prod, j'espère en tout cas qu'on pourra avoir d'autres animés français métissés de ce genre-là. On rentre à la maison ?